Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation qui sort des limbes après avoir combattu un virus connu qui me fait dormir des nuits de 12 heures sans arrêt. Je suis de retour pour vous pour une nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler du marché traditionnel, du marché des crypto-monnaies. Pourquoi cette semaine est massive en ce qui a trait à la suite des choses? Parce que non seulement cette semaine, on va avoir le rapport de la Fed du produit intérieur brut et on va savoir si les États-Unis sont en récession. Et on va parler d'un petit peu c'est quoi les impacts qui pourraient arriver. Aussi, mercredi, on a la Fed qui va augmenter les taux d'intérêt. La question, est-ce que ça va être de 0,75% ou ça va être de 1%? Jusqu'à maintenant, les estimés parlent de 0,75%, mais on va savoir la suite demain. Aussi, on va parler du merge de Ethereum. Qu'est-ce que ça implique? On va parler de XRP et de modèles de tokens pourris, de tokenomics pourris. Et dans la vidéo, j'aimerais vous parler de ma stratégie pour la suite des choses avec les crypto-monnaies et comment est-ce que je compte tirer profit de ce marché-là dans les prochains mois. Et pour les gens qui sont dans Celsius, je vais vous donner quelques nouvelles par rapport à Celsius qui nous donneraient potentiellement la tendance pour la suite des choses, savoir est-ce que les gens vont récupérer leurs fonds ou non. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour la vidéo. Et je vous avais parlé du Patreon, de la newsletter qui s'en vient. Eh bien là, c'est officiel, ça s'en vient. Après avoir vu tous vos commentaires positifs que vous étiez intéressés, on va aller de l'avant avec ça. Je vous tiens au courant. Il y a quelques partenaires qui vont se greffer à mon Patreon, donc ça va être vraiment intéressant. On va avoir des belles opportunités d'apprentissage, mais aussi d'investissement. Donc, je vous tiens au courant de la suite des choses, mais on devrait voir le Patreon probablement en septembre. Si on est chanceux, peut-être au mois d'août. Donc, je vous en parle dans les vidéos. Et avant de commencer la vidéo, rappelez-vous encore une fois que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie et je ne suis pas un conseiller financier. Donc si vous êtes ici pour des conseils financiers, c'est pas la place. Et rappelez-vous qu'avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches et soyez à l'aise avec ce que vous faites. Donc ceci étant dit, commençons la vidéo. D'abord, si on commence par regarder la charte du Bitcoin, on voit que on s'est fait faire de nouveau possiblement un fake out et qu'on vient de réintégrer le range dans la boîte rouge ici. Et vous vous souvenez les dernières fois qu'on a eu un fake out comme dans le cercle bleu, le Bitcoin a corrigé fortement. Si j'enlève la fonction logarithmique, on voit ici chaque fois qu'on a eu un cercle bleu et puis qu'on est retourné dans le range, on est allé plus bas par la suite. Est-ce que cette fois va être différent? On va le voir parce que cette semaine, on a vraiment une grosse semaine. Je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines secondes. Mais encore une fois, à quoi est-ce que je m'attends pour la suite des choses? Si le Bitcoin a retourné à son plus bas, je pense encore une fois que c'est possible qu'on revisite les 17 000, les 16 000 $ sur le Bitcoin. Mais encore une fois, je pense que cet été, on risque de voir le Bitcoin continuer une phase de latéralisation parce que selon moi, le gros de la chute est terminé, comme je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Je pense que vous savez mon opinion là-dessus. Et je pense qu'on entre dans des temps où est-ce que c'est un bon moment pour accumuler. Je suis toujours d'avis qu'on peut avoir un mid-term rally avec les élections mid-term au mois de novembre aux États-Unis. Donc, on pourrait voir les marchés repartir vers le haut au courant du mois d'octobre-novembre parce que c'est souvent ça qui se passe lorsqu'on arrive dans les élections mid-term parce que les politiciens ne veulent pas perdre la face, évidemment. Donc, bien sûr, pour mes prochains achats en crypto-monnaie, je vous tiens au courant dans mes médias sociaux, dans les vidéos. Et la place pour me suivre, pour vraiment avoir les nouvelles le plus rapidement possible, c'est soit sur mon Telegram et mon Twitter pour l'instant. Et si on revient sur le marché, cette semaine peut être encore très volatile, parce qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? On a les earnings, donc les résultats trimestriels de pas mal toutes les plus grosses compagnies de technologie au monde cette semaine. On a Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Visa, Mastercard. Et vous voyez, la liste continue comme ça. Et tout ça cette semaine. Donc ça risque de faire bouger le marché d'un côté comme de l'autre. On n'a aucune idée de quel côté que ça va aller. Et en plus de ça, maintenant, les earnings, c'est rendu complètement différent avec les algorithmes. Avant, pour qu'une action aille vers le haut, il fallait qu'il y ait des bons résultats financiers. Mais maintenant, la seule chose qu'on a besoin, c'est soit de battre les estimés ou de ne pas battre les estimés. Et c'est ça qui fait bouger le marché. Donc, comprenez ça. Et vous comprenez que de jouer les earnings, finalement, c'est comme de tirer un 25 sous en l'air et faire pile ou face. Sur le court terme. Mais sur le long terme, on risque de voir les choses se placer et prendre une direction soit vers le haut ou vers le bas. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Non seulement, mercredi, le 27 juillet, à 2h PM, heure de New York, on a la Fed qui va nous dire s'ils augmentent les taux d'intérêt de 0,75% ou 1%. Pour l'instant, on a 75% de chance que c'est 0,75% qui amènerait les taux d'intérêt de la Fed
à environ 2,25% au niveau des États-Unis. En fait, la Banque centrale américaine, parce qu'on se rappelle qu'une banque centrale, c'est une entité privée qui émet la monnaie pour un pays. Mais il y a toujours une possibilité qu'on augmente les taux de 1%, et ça pourrait créer une surprise sur le marché, et on pourrait voir le marché bouger violemment d'un côté comme de l'autre. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? Ça, on va voir le 28 juillet, donc ce jeudi, on a les chiffres du GDP, donc du produit intérieur brut des États-Unis. Si les chiffres s'avèrent être négatifs, on va tomber en récession au niveau des États-Unis. Et là, le consensus, la prévision, c'est de 0,4%, donc il n'y aurait pas de récession aux États-Unis, parce qu'on se rappelle que pour avoir une récession, ça prend 2 trimestres de suite où est-ce que le PIB est négatif. Et là, on a déjà un. Si on a le trimestre, en fait le deuxième trimestre de 2022 qui est négatif, les États-Unis vont tomber en récession. Et là, qu'est-ce qu'on risque de voir? Probablement une surréaction du marché où est-ce qu'on verrait le marché corriger rapidement dans les prochains jours. Et ensuite, on aurait une tendance. Est-ce qu'on irait vers le haut ou vers le bas? Ça, on va le voir. Mais s'il y a une récession, souvent, ça regarde pas du bon côté. Donc, cette semaine, c'est ça qui se passe. Donc, je m'attends encore beaucoup de volatilité sur le marché et possiblement que la semaine prochaine, le marché va avoir eu le temps de digérer toutes les nouvelles qu'on a cette semaine et le marché va prendre une tendance autant pour le Bitcoin que pour le marché des actions qu'on voit ici. On voit qu'en ce moment, on vient de sortir du territoire de marché baissier parce que pour avoir un marché baissier, le marché doit avoir descendu de 20% de son sommet historique et en ce moment, on est à 18% parce que depuis les dernières semaines, on a eu une belle montée au niveau des actions. Mais là, vraiment, les prochains jours vont être déterminants pour la suite des choses. Donc, on va suivre ça avec intérêt. Je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine pour parler de toutes les nouvelles qu'on vient de voir parce qu'en ce moment, tout est en suspens. Si on regarde du côté du marché de la dette, qui est le marché le plus important de tous les marchés, ben on a possiblement une bonne nouvelle si on regarde les taux d'intérêt 10 ans, où est-ce qu'on semble être en train de faire une tête-épaule, un épaule-tête-épaule qu'on voit ici. Et normalement, si on a vraiment un épaule-tête-épaule, on a une target qui est beaucoup plus basse, qui pourrait amener les taux d'intérêt 10 ans là, autour des 2,10%. Donc, est-ce que ça va jouer ou pas? On va le voir vraiment dans les prochains jours. Qu'est-ce qui peut arriver aussi, c'est sûr, c'est que on voit les taux d'intérêt 10 ans repartir à la hausse suite aux nouvelles qu'on va avoir cette semaine. Donc vraiment, avant de confirmer un épaule-tête-épaule, il faut vraiment qu'on voit le breakout vers le bas. Et pour l'instant, on n'a pas vu ça. Mais je vous rappelle que si on voit une stabilisation au niveau du marché de la dette, qui est vraiment en augmentation exponentielle là, depuis plus d'1 an et demi, ben ça va être une bonne chose pour les marchés et les actifs à risque, dont nos bonnes vieilles crypto-monnaies. Donc, si on revient sur le Bitcoin, on se rappelle qu'il y a des indicateurs massifs qui nous signalent qu'on arrive très proche d'un bon marché, comme on voit ici le NUPL, qui nous indique s'il y a de la capitulation dans le marché lorsqu'on arrive dans la boîte verte ici. Et à chaque fois qu'on est arrivé dans des moments de capitulation au niveau du NUPL, c'était des moments d'achat exceptionnels sur le Bitcoin. Et là, on est arrivé dans la capitulation dans les dernières semaines et on vient tout juste d'en sortir. Donc, est-ce qu'on peut rentrer de nouveau dans les territoires de capitulation? Oui, probablement. Mais tout ça pour dire que en ce moment, on a possiblement des bons moments pour accumuler des crypto-monnaies en mode DCA, donc par palier, acheter tranquillement parce que selon moi, on a encore pour quelques semaines de marché de côté. En plus de ça, si on regarde le Stablecoin Supply Ratio, qui nous indique que il y a beaucoup de stablecoins de côté qui est prêt à rentrer dans le marché de nouveau. Mais bon, on sait qu'on avait eu ce signal-là en janvier dernier où est-ce qu'on avait eu quand même une augmentation du Bitcoin de 50%. Ensuite, ça l'a corrigé. On a eu le signal qui a flashé à la mi-juillet. Donc, est-ce que ça va tenir? Ben, on va voir la suite des choses. Mais encore une fois, c'est un autre des indicateurs que je surveille. Et là, on a de plus en plus d'indicateurs qui indiquent qu'on est proche d'un bon marché. Et lorsqu'on est investisseur dans un marché, on peut jamais vraiment attraper le bas. On peut jamais vraiment vendre le haut. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de prendre un profit entre les deux, d'essayer d'acheter quand le risque est à son minimum et d'essayer de vendre lorsque le risque commence à être de plus en plus élevé. Donc c'est pour ça que je regarde ces indicateurs-là qui sont objectifs, qui nous permettent d'avoir des indicateurs sources qui pourraient s'en venir dans le marché. Maintenant parlons de l'Ethereum et du merge, qui est l'énorme nouvelle qui s'en vient sur Ethereum, qui depuis l'annonce de sa date, comme quoi le merge serait le 19 septembre, comme quoi la blockchain traditionnelle qu'on connaît d'Ethereum, qui est avec du mining proof of work, va se merger, donc se fusionner avec la blockchain Proof of Stake, qu'on voit ici, là, la blockchain Proof of Stake qui est la Beacon Chain.
pour devenir le nouveau protocole de consensus d'Ethereum qui va être le Proof of Stake, qui va être plus efficient, qui va faire en sorte que l'Ethereum va devenir déflationnaire, donc qu'à chaque jour, on va voir de moins en moins d'Ethereum qui vont exister à cause que les frais sont brûlés à chaque transaction. Donc ça, en théorie, ça s'en vient le 19 septembre. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est l'Ethereum qui a monté de plus de 60% lorsque la nouvelle est sortie. Et là, on a l'Ethereum qui vient de nous faire un petit retracement. Donc, est-ce que on va être capable de maintenir un prix d'Ethereum au-dessus du range des 1000 à 1250 $ ou est-ce qu'on va revenir dans le range? Ça, la suite des choses va nous le dire. Mais je vous rappelle encore une fois que le worst case scénario, je vous en avais parlé ici, c'était qu'on voit l'Ethereum corrigé à partir du cercle bleu ici de plus de 80%, comme on avait vu en 2018. Et là, en ce moment, l'Ethereum du cercle bleu a corrigé d'environ 61%. Et si on a vraiment une répétition de 2018, on pourrait voir un Ethereum qui va chercher les 500 $. Mais avec qu'est-ce que je vois en ce moment, ça m'étonnerait d'après moi. Lorsque l'Ethereum était autour des 1000 $, on était proche du bas. Mais encore une fois, seul l'avenir va nous le dire. Et en fait, si l'Ethereum descend plus bas, moi, personnellement, je vois ça comme une aubaine. Je vais tout simplement en acheter. Donc, c'est ça la beauté d'avoir des stablecoins de côté qui sont prêts à revenir dans le marché. Et pour qu'est-ce qui est de l'Ethereum, Vitalik Buterin, qu'on voit ici, le magnifique Vitalik Buterin, qui a pris un peu de poids quand même, regardez, ses bras sont plus gros qu'avant, nous dit qu'Ethereum, après le merge, va être complet environ à 55%, et ensuite, il va y avoir d'autres étapes. Il va y avoir le surge qu'on va augmenter la scalabilité du réseau, donc il va y avoir plus de transactions par seconde. On a le verge, qu'on va optimiser le storage au niveau des nœuds d'Ethereum, qui, au bout de la ligne, va optimiser encore le nombre de transactions par seconde. Le purge et le splurge qui sont les dernières étapes d'Ethereum pour qu'ils deviennent 100% fonctionnels. Et ça sera pas avant plusieurs années. Donc, Ethereum n'a pas du tout atteint sa forme finale. Ce qui fait en sorte que il y a encore de la possibilité pour d'autres plateformes de contrats intelligents d'avoir des montées exceptionnelles dans les prochaines années, les prochains mois, parce qu'Ethereum ne sera pas complet avant plusieurs années encore selon ce qu'on voit de leur vitesse d'exécution, parce que le merge et la transition vers Proof of Stake auraient dû être faites il y a environ plusieurs années. En fait, on en parlait en 2015. Donc, vous comprenez qu'il y a des délais et des délais. Et pour répondre à la question, où iront tous les mineurs d'Ethereum? Ben là, possiblement que on va voir beaucoup de mineurs d'Ethereum qui vont aller de retour dans Ethereum classique. Donc, possiblement qu'en septembre, on pourrait voir la ressurgescence d'Ethereum classique avec le Proof of Work. Et dans toutes les autres crypto-monnaies qu'on voit là, qui sont plus profitables à miner, là, comme le Firo, Ravencoin. Et en fait, je vous invite à regarder là le site web What to Mine pour vraiment voir qu'est-ce qui est le plus profitable à miner avec des cartes graphiques, sauf l'Ethereum. Donc, certaines personnes me demandaient pourquoi j'avais acheté la semaine dernière lorsqu'on voyait les cryptos avoir un signe de vie, alors que je parle en même temps que je voyais possiblement le Bitcoin retourner autour des 16-17 000 $. Ben, tout simplement, c'est parce qu'on le sait pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Donc, j'aime mieux mettre un orteil à l'eau, être investi dans le marché et racheter si ça baisse que de tout simplement voir le train passer. Et de toute façon, les crypto-monnaies que j'ai achetées la semaine dernière, c'était pour la plupart des altcoins que j'ai vendus 2 fois plus haut au niveau de leur prix. Donc, j'ai pu en acheter 2 fois plus pour la même quantité de dollars américains. Donc, de mon côté, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, inquiétez-vous pas. Et honnêtement, quand on va voir la liquidité revenir dans le marché, qu'on va voir la Fed qui va finir par pivoter, commencer à réinjecter de l'argent dans le marché, attendez-vous là à voir des explosions à la hausse au niveau du marché des crypto-monnaies comme vous avez jamais vu, en fait comme vous avez pas vu depuis 2020-2021. Donc ce n'est qu'une question de temps, faut être patient, faut attendre encore peut-être quelques mois, mais sérieusement, rester intellectuellement dans la partie. Et ça va m'amener à parler de ma stratégie pour les crypto-monnaies, qu'est-ce que je compte faire pour la suite des choses. Et aussi à parler de quel sera le visage des crypto-monnaies dans 1 an, dans 2 ans. Mais là, qu'est-ce qu'on sait, c'est que le visage des crypto-monnaies sera pas la même chose l'année prochaine. Regardez le top 100 ici sur CoinGecko et je vous garantis que ça va être vraiment différent. Il y a des crypto-monnaies qui vont sortir du top 100. Il y a des nouveaux projets de crypto-monnaies qu'on connaît même pas encore qui vont rentrer dans le top 100. Il va y avoir des bulles spéculatives. Il va y avoir des modèles économiques pourris qui vont faire leur entrée dans le top 100 des crypto-monnaies et qui vont s'effondrer après. On va voir de tout encore une fois. Et c'est ça qui est excitant dans le monde des crypto-monnaies, c'est que les choses bougent vite et en plus, on a beaucoup d'opportunités si on sait suivre les bons narratifs. Donc, quel genre de modèle économique pourri que je vais
éviter, encore une fois, pour les prochains mois au niveau des crypto-monnaies, mais c'est des projets où est-ce que les fondateurs du projet, les investisseurs du projet ont intérêt à domper des tokens sur nous, la communauté, pour prendre des profits. Donc, encore une fois, il faut regarder les vesting schedules et on va éviter des projets comme le XRP. En fait, là, la bonne nouvelle chez XRP, c'est que le cofondateur Jed McCaleb, vient de terminer de domper ses XRP parce que le cofondateur de XRP a quitté XRP en mauvais termes avec l'autre fondateur, a créé le Stellar et après ça avait des milliards de dollars en XRP à domper sur la communauté. Et là, tous les gens qui sont fans de XRP, moi je comprenais pas pourquoi les gens achetaient du XRP, sauf pour certains trades court terme, alors qu'on voyait l'ex-cofondateur de XRP, McCaleb, qui dompait plus de 100 millions de dollars de XRP qu'il a reçu gratuitement sur le marché à chaque mois depuis les 8 dernières années. Mais là, heureusement, c'est terminé. Donc, bonne nouvelle pour XRP. Mais encore une fois, je ne reste pas un fan de XRP. Et si vous voulez voir de quoi avait l'air Jed McCaleb, il avait l'air de ça ici. Aussi, les autres tokens que je vais éviter, c'est les crypto-monnaies qui servent de récompense. Par exemple, si on va voir un excellent projet, mais qui, comme problème, est que son token est utilisé comme récompense, ben c'est Curve Finance que je ne trouve plus, que je viens de trouver ici, vous voyez, Curve Finance, qui a plus de 5,7 milliards en TVL, un market cap seulement de 431 millions de dollars. Pourquoi? Ben c'est parce que le protocole donne en récompense des tokens pour les gens qui fournissent de la liquidité au protocole. Donc c'est sûr qu'il y a une énorme pression à la vente de ce token-là à chaque jour. Et ça fait en sorte que le prix du token monte jamais vraiment, alors qu'on aurait pu voir le prix du Curve Token monter beaucoup plus haut si on n'avait pas eu ce dumping de token à chaque jour. Et aussi l'autre point, je vais faire attention au modèle de token ou au modèle économique qui semble extraordinaire, comme on a vu ici avec Helium, qui promettait aux gens qui achetaient leur hotspot, là, qui était comme un réseau Wi-Fi, de faire des centaines de dollars par mois, et le hotspot coûtait environ 500 dollars. Et là, finalement, on se rend compte que les revenus totaux des milliers de personnes qui ont acheté des hotspots, c'est seulement de 6 500 dollars par mois. Donc, pour rentabiliser son investissement, ben ça prend des centaines d'années et on comprend que ça fonctionne pas. Donc, encore une fois, même si on voit des films de venture capital comme A16Z qui ont investi plus de 365 millions dans Helium, ça veut pas dire que le projet va être viable sur le long terme et en ce moment, ça l'est vraiment pas. Donc, encore une fois, on doit faire attention au modèle économique avant d'acheter n'importe quoi. Donc, je vous le répète encore une fois. Donc, quelle est ma stratégie personnelle en ce moment? Ben, je vais aller chercher les leaders de certaines catégories que je sais que le tokenomics est bon. Donc, les catégories que je regarde, c'est tous les Layer 1, les Layer 2, donc les plateformes de contrats intelligents comme Ethereum, Near, Cardano, que je suis en train d'acheter tranquillement, comme du Polkadot, du Matic. Aussi, un autre point que je vais regarder, c'est au niveau de la DeFi, les protocoles solides, que leur modèle de token est intéressant, comme on a le AV, que je vais possiblement commencer à racheter dans les prochaines semaines. On a tout ce qui est dans les devises, les paiements, comme on a vu le XLM, le QNT qui m'intéresse beaucoup aussi, qui a doublé dans les dernières semaines. Aussi, bien sûr, il va y avoir des projets dans les metaverses. Et là, encore une fois, je regarde au niveau des leaders de catégorie, comme on a Theta Network, on a Decentraland, on a Sandbox. Pourquoi est-ce que je regarde les leaders de catégorie? Parce qu'on se rappelle que les crypto-monnaies vont monter par narratif. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les leaders de catégorie vont avoir une explosion à la hausse avant les autres. Et même si les market caps sont élevés, là, par exemple, vous achetez une crypto-monnaie avec un market cap de 1,4 milliard comme de Sandbox et qu'on arrive dans un narratif de Metaverse, on peut facilement faire un x5, un x10 avec un faible risque parce qu'on sait que ce projet-là va être là pour rester. Et après ça, ma stratégie, tout simplement, comme vous avez vu dans mes anciennes vidéos, c'est que je vais racheter des projets qui sont plus petits dans l'écosystème de la Metaverse, qui sont plus volatiles, qui peuvent faire rapidement un x5, un x10. Mais avant toute chose, pour l'instant, étant donné qu'on est dans un marché qui n'a pas de liquidité, qui n'a pas de hype, ben tout simplement, j'achète les plus gros projets par catégorie et je m'assois dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Et aussi, je vais acheter certains tokens utilitaires dans le Web 3.0, comme on a parlé de Link, qui est un oracle et très important. Mais encore une fois, Link, son problème, c'est quoi? Même si c'est beaucoup utilisé, c'est que Chainlink vend des tokens Chainlink pour financer ses opérations. Donc, il dompe sur la communauté le token et par conséquent, le prix se retrouve avec un cap à cause des ventes de Chainlink par la compagnie de Chainlink.
Donc, il faut faire attention à ça, vraiment analyser les tokenomics avant d'acheter quoi que ce soit. Et là, on me demande pour les NFT, est-ce que je vais acheter des NFT? Ben oui, possiblement que je vais acheter des NFT dans les prochains mois. Des NFT qui vont avoir une communauté très forte, qui vont avoir un prix très déprécié parce que on sait que les NFT sont en train de s'écrouler pour la plupart. Donc, je vais regarder pour des terrains au niveau de Decentraland, de Sandbox, peut-être les NFT les plus populaires sur OpenSea, parce que possiblement qu'il y a des bons gains à faire avec ça pour une prochaine montée au niveau des crypto-monnaies lorsque la liquidité va revenir dans le marché. Donc, voilà pour ma stratégie, c'est pas compliqué. Je choisis des narratifs qui je pense qui vont exploser dans le prochain bull run. J'achète les leaders de catégorie. Et une fois que on voit un narratif qui commence à faire son effet, je vais acheter les petits projets qui se cachent en dessous de cet écosystème-là. Et jusqu'à maintenant, c'est une stratégie qui a éprouvé du succès assez phénoménal dans les dernières années. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qui se passe du côté de Celsius? On sait que les fonds ont été gelés dans le dernier mois, et là, en ce moment, on sait que Celsius a déclaré faillite selon le chapitre 11, si je me souviens bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que Celsius, si la compagnie réussit à se restructurer, ça se peut que Celsius continue d'opérer. Mais pour l'instant, on a découvert que Celsius a un trou dans ses finances de plus de 1,2 milliard de dollars avec la chute de Luna et plusieurs mésaventures qui sont arrivées. Et en plus de ça, il y a 600 millions de leurs actifs qui est des tokens CEL qui, selon moi, ont aucune valeur. Donc, possiblement que finalement, la dette de Celsius, en fait, le trou dans les finances de Celsius est probablement de 1,8 milliard de dollars, alors qu'en théorie, elle détient 5,5 milliards de dollars des investisseurs. Donc, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que si Celsius réussit pas à se restructurer, à recevoir des prêts, ben éventuellement, pour les utilisateurs de Celsius, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas, les utilisateurs de Celsius risquent de recevoir un pourcentage de ce qu'ils avaient mis en dépôt. Donc possiblement que c'est ça qui risque d'arriver pour conclure qu'est-ce qui va arriver avec Celsius. Donc si par exemple, tous les gens qui ont déposé des fonds dans Celsius reçoivent 60% de leurs fonds dans 2 ans, selon moi, je pense que c'est une possibilité. Mais encore une fois, il va falloir être patient. Et dernière chose que j'aimerais vous parler aujourd'hui, qui est une tendance qu'on risque de voir de plus en plus souvent, c'est que, vous vous souvenez, au Sri Lanka, il y a eu des émeutes, le président a démissionné, on a eu des bank runs sur les banques, les gens ont retiré leur argent. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il y avait ce même genre d'émeute-là qui commençait en Chine, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le CCP, le Parti communiste chinois, a décidé de mettre des tanks entre les citoyens et les banques pour protéger les banques. Donc, vous comprenez que tous les gens qui avaient des dépôts dans ces banques-là qui sont en faillite se sont fait faire un peu un Celsius, si on veut, où est-ce qu'ils ne peuvent plus retirer leur liquidité. Et ces banques-là en Chine ont déclaré que les dépôts de leurs clients leur appartenaient finalement et que c'était des investissements dans la banque. Donc, vous comprenez que c'est une tendance qui risque d'arriver de plus en plus dans le monde si les gouvernements décident de prendre le côté des banques, et en ce moment, c'est ça qui risque d'arriver. Donc, comment faire pour se protéger de ça? Ben, c'est de pas avoir tous ces fonds dans une banque. Bien sûr, posséder des actifs qui sont pas des actifs de dette. Donc, posséder des crypto-monnaies peut être une bonne chose. Posséder des métaux précieux qui, justement, si on regarde la charte de l'or qui, on dirait, est en train d'arriver à un bottom ou très proche d'un bas, ça peut être une idée intéressante. Mais chose certaine, c'est de pas avoir 100% de tout ce qui nous appartient dans une banque. Parce qu'avec tous les problèmes économiques qu'on voit en ce moment, le manque de liquidité, on ne sait jamais quelle banque peut décider de faire comme Celsius et empêcher leurs clients de retirer leurs fonds. Donc, gardez ça en tête. Donc, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Et tout le monde, comme d'habitude, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bonne journée à tous. Salut!